morning, good afternoon, good evening, dear participants. Bonjour, bonsoir, chers participants. C'est un vrai plaisir que de vous accueillir à cette session parallèle sur la réduction des risques de catastrophe 2 sur 3 à l'occasion de notre deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement global. Malheureusement, le signal audio de l'intervenante a été interrompu. L'interprétation reprend dès que le signal audio sera rétabli. Monsieur Matahikakis, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, chers participants et participantes. Nous vous remercions chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui. Comme nous l'a expliqué Sissi, nous avons une session aujourd'hui qui est la deuxième session à l'occasion de laquelle nous allons évoquer la réduction de risque de catastrophe dans le cadre des mégapoles. Vous l'avez probablement tous et toutes entendu à la première session. Je ne sais pas si vous avez pu y participer, mais nous savons que les inondations sont en réalité les catastrophes les plus fréquentes auxquelles nous avons été confrontés ces quelques 10 dernières années, surtout dans un contexte de changement climatique, contexte dans lequel le phénomène se renforce, l'intensité des précipitations est de plus en plus importante et de plus en plus difficile à gérer. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de modérer différentes présentations avec 3 continents représentés, 2 représentants de l'Asie sur des mégapoles en Inde, un représentant européen, et il s'agit de la France et plus précisément de Paris. Et pour finir, un dernier cas sur les difficultés rencontrées par les mégapoles au Brésil. Donc, on se rendra pour cela en Amérique latine. Sans plus attendre, donc, je souhaite donner la parole à notre premier intervenant, qui est Sukalpati Panadisamy Saravanan, intervenante qui détient un doctorat de l'Université de Toulouse. Ses travaux portaient sur l'empreinte carbone géopolitique de la ville de Chennai, sur notamment la résilience en amont et en aval. Madame Saravanan a fait des recherches sur la sécurité en eau, avec une approche notamment participative. Il nous présentera aujourd'hui l'approche des PSIR, ou FPEIR en français, facteurs, pression, état, impact et réponse pour les inondations dans les villes indiennes. Monsieur le docteur Saravanan, vous avez la parole. Merci à tous et à toutes, et merci pour votre invitation. Je suis donc professeur Saravanan, je viens d'Inde, et aujourd'hui, je souhaite vous présenter l'approche FPEIR, facteur, pression, état, impact, réponse. Approche adoptée pour la réduction des risques d'inondation dans les mégapoles indiennes. Les interprètes vous remercient de penser à éteindre vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole. 2 micros sont allumés simultanément. Malheureusement, il n'est pas possible pour les interprètes d'interpréter les propos du délégué indien. Merci d'éteindre vos micros. L'interprétation reprendra lorsque un seul micro sera allumé. Malheureusement, les interprètes reçoivent 2 signaux simultanés. Alors, 2 mégapoles font l'objet de notre attention, Chennai et Mumbai. Nous allons analyser l'approche donc FPEIR dans la région. C'est un sujet qui identifie 4 éléments. Tout d'abord, identifier les impacts environnementaux et leurs effets sur les inondations urbaines. Deuxième point, estimer une analyse détaillée de l'approche FPEIR concernant spécifiquement les inondations. Troisièmement, évaluer la réduction de risque des inondations dans les mégapoles indiennes. Et quatrièmement, proposer des solutions pour essayer de réduire les risques dans la mesure du possible.
Voici donc les 4 points que nous essaierons de traiter au cours de cette présentation. Alors, la gestion de l'eau dans les mégapoles devient un défi mondial considérable. Aujourd'hui, un grand nombre de villes, de grandes villes, de mégapoles sont affectées dans le monde entier et confrontées à des risques d'inondation. Et ce sont plus de 30 millions de personnes qui sont potentiellement affectées chaque année. Les inondations sont l'une des catastrophes principales à frapper les villes. Et c'est aussi vrai en Inde. Récemment, des inondations ont frappé Mumbai 2005, Calcutta 2007, Delhi 2010 et Chennai 2015. Voilà les principales inondations qui ont frappé les grandes villes indiennes. Donc, c'est vraiment une question qui devient essentielle, mondiale et un défi très important, notamment compte tenu des changements dans l'utilisation des terres et du changement climatique. Aujourd'hui, les villes sont confrontées de plus en plus à ce risque. On observe également que 75% des pluies se sont concentrées pendant une période de mousson assez courte entre juin et septembre en Inde. Il y a eu un grand nombre de catastrophes dans ces dernières années, avec une moyenne de 3 inondations par an. Donc, les problèmes, quels sont-ils? Dans un grand nombre de régions, eh bien, les inondations frappent beaucoup d'infrastructures et les interactions entre les individus et leur environnement social et économique. On peut déplorer des pertes de vie, mais également des dommages aux immeubles, aux infrastructures et autres structures du pays. Des difficultés économiques aussi peuvent être entraînées. Il peut être très difficile de se relever après une inondation. C'est également vrai du point de vue psychologique. Il est difficile de s'en relever. Et parfois, les inondations, notamment lorsqu'elles se répètent, entraînent des migrations de masse. Il y a également à craindre des épidémies de maladies infectieuses. Et ça, c'est vraiment une préoccupation principale. C'est très difficile après des inondations de revenir à une vie normale pour toutes ces raisons. Alors, l'étude porte sur 2 villes. Il s'agit de Mumbai et Chennai. Ce sont 2 mégapoles en Inde. Mumbai, par exemple, est sur la côte ouest du pays, Chennai sur la côte est. Donc, 2 villes côtières. 2 villes, ceci dit, où les conditions climatiques sont complètement différentes, mais qui sont toutes 2 exposées au risque d'inondation. Et d'ailleurs, les 2 ont été frappées par des inondations en 2005 et 2015, et les conséquences ont été très similaires. Mumbai est la 2e ville la plus peuplée, la 2e mégapole la plus peuplée. Elle est située à l'ouest de l'Inde. Et la population totale est de 10,4 millions d'habitants, d'après les chiffres de 2011. La densité de population de Mumbai se développe extrêmement rapidement et la majeure partie des quartiers sont confrontés à des augmentations massives de leur population. Plus de 60% de la population, par ailleurs, vit dans des lieux inadaptés du point de vue de la construction, compte tenu notamment de la présence du fleuve et des précipitations annuelles, qui peuvent s'élever jusqu'à 2000 mm. C'est principalement le cas pendant la période de mousson. Alors, Chennai, quant à elle, est une mégapole de la côte Est, l'une des villes les plus peuplées également, la 4e ville la plus peuplée d'Inde, et la capitale de son État.
La population totale s'élève à 3,2 millions d'individus. Le climat, normalement, est un climat tropical. La température peut aller entre mai et juin jusqu'à 40 degrés, avec un minimum à 20 degrés en début janvier. Les précipitations peuvent s'élever à 4000 mm. Il y a également une période de mousson. Et à Chennai, l'eau de pluie s'écoule dans 3 principaux fleuves qui traversent la ville. 3 fleuves qui sont des fleuves naturels et qui collectent toute l'eau de pluie, ainsi que les eaux naturelles de la ville. Nous pouvons passer à la slide suivante. Dans l'étude, nous avons un cadre conceptuel qui est utilisé pour évaluer la réduction de risque d'inondation dans les mégapoles indiennes. Donc Mumbai en juillet 2005 et Chennai en novembre et décembre 2015. Cette approche FPEIR essaie de se pencher sur les questions environnementales pour une analyse détaillée. D'abord, une analyse détaillée du problème avec une approche généralisée et une approche de résolution de problème. Pour commencer, il faut savoir quel est le problème et pourquoi le problème s'est présenté. On a donc une approche en plusieurs étapes. Tout d'abord, l'interprétation. On essaie de comprendre les facteurs et les pressions, les activités notamment sociales et de développement. Deuxième point, description. Que se passe-t-il exactement? La description consiste donc à détailler ce qui se passe, comment les choses se produisent, et à partir des propositions qui ont été faites, on essaye de comprendre l'impact des événements, description de leur retombée, et pour finir, réponse. Comment répondons-nous à ce type d'inondation? Comment les humains ont réagi? C'est un cadre que l'on utilise à partir des travaux et que l'on peut utiliser pour des mesures à l'avenir, pour voir comment contrôler les inondations à l'avenir. Cela nous sert de base, qui est très utile pour comprendre la situation et l'analyser dans le cadre des inondations. Alors, premier élément, les facteurs. Il s'agit donc des principales évolutions sociales, économiques dans une société, la façon dont les gens vivent avec une augmentation de la production et de la consommation. Il faut diviser, ceci dit, les facteurs en 2 catégories, naturels et anthropogènes. Naturels, les facteurs naturels, c'est par exemple tout ce qui est d'origine naturelle par rapport aux facteurs anthropogènes, donc liés et fruits de l'activité humaine. Les facteurs naturels, on ne peut pas les contrôler. Ce n'est pas le cas, en revanche, des facteurs anthropogènes. Si l'on observe les 2 mégapoles, Chennai et Mumbai, ce sont 2 mégapoles principales de l'Inde, très densément peuplées. Et ces 20 dernières années, les populations des zones rurales se sont tournées vers les mégapoles et se sont devenues des zones vulnérables. Parce que leurs modes de vie ont évolué, ont changé. Surtout dans la mégapole de Mumbai, il y a un changement considérable de l'utilisation des terres. Pourquoi la ville de Mumbai a été inondée? Eh bien, précisément pour ces raisons. Il y a également eu
des pertes économiques considérables associées à ces inondations, qui finissent par avoir des conséquences sur l'économie du pays. En 2015, la mégapole de Chennai a établi un centre commercial économique en Inde du Sud, avec un grand nombre d'individus qui se sont installés dans la ville. Mais le système n'était pas suffisant pour les activités de développement de la ville, notamment pour ce qui concerne le traitement des eaux usées. Pendant l'inondation, les fleuves se sont retrouvés débordés. En général, le système fonctionne pendant la mousson pour l'évacuation des eaux. Mais il y a un certain nombre de facteurs que l'on identifie comme étant des pressions, et il s'agit donc des formes de stress ou de pression sociale causées par les premiers facteurs dont nous avons parlé et qui sont un processus naturel ou bien issu des activités humaines. Afin d'évaluer ces pressions, nous pouvons nous tourner vers des éléments, des facteurs de risque environnementaux ou sociaux, surtout ceux qui ne sont pas, surtout comme par exemple des changements d'utilisation des terres et de couverture des terres. La pression principale était donc une pression humaine. Donc, manque de planification de développement des mégapoles, c'est l'un des facteurs, l'une des pressions. Un changement intensif de l'utilisation des terres a des conséquences. Il faut également faire une planification des activités récréatives, par exemple à Mumbai et à Chennai. Ces activités ont également eu des répercussions. Le système naturel s'effondre complètement dans le cadre de changements aussi drastiques. Alors ensuite, l'État. L'État peut, par exemple, concerner les situations, les ressources et ses effets sur une entité liée qui n'est pas considérée comme étant normale ou saine. Un environnement sain, c'est lorsqu'il y a des facteurs présents. Il faut, par exemple, établir des profils topographiques des villes et des mégapoles, en tenant compte évidemment des vies humaines qui vont être affectées par les différents facteurs, les risques de catastrophes, les effets des inondations. Les données topographiques notamment ont été complétées par des observations directes et des entretiens informels pendant des visites sur site. Et des observations sur ce qui se produit pendant la période de mousson et les populations affectées. À Mumbai, le 26 juillet 2005, la ville a connu des précipitations extrêmes, l'équivalent de plusieurs mois qui se sont écoulés en l'espace de 24 heures. Un record de 944 mm en 24 heures seulement. La ville a été privée d'électricité, ce qui a entraîné des pertes considérables du point de vue économique. Mais également pour la santé, les systèmes d'assainissement ont été également durement frappés. Monsieur Saravanan, il ne vous reste malheureusement que 3 à 4 minutes pour votre intervention, donc peut-être pourriez-vous abréger quelque peu votre intervention. Merci beaucoup. Oui, et alors à Chennai, les inondations catastrophiques qui ont frappé la ville, la mégapole et sa périphérie, ont été enregistrées
période de la mousson du Nord-Est en novembre et décembre 2015, précisément le 1er et 2 décembre avec des précipitations à hauteur de 400 mm dans la mégapole de Chennai pendant ces 2 jours. Alors, les impacts, ce sont les formes de vulnérabilité que rencontrent les êtres humains, ainsi que l'environnement naturel, associés au changement de l'état. Néanmoins, ces impacts, ces retombées dépendent de leur situation socio-économique, de leur situation géographique, ainsi que des capacités d'atténuation et d'adaptation, en particulier perte de vies humaines, pertes économiques, etc. Et alors, pour ce qui concerne la réponse en termes de réduction de risque d'inondation, eh bien, apporter des changements aux forces motrices afin de réduire la pression, restaurer le rôle de l'État et atténuer les retombées. Ces réponses peuvent influencer les aspects de l'ensemble de la vie des citoyens, mais également des décideurs politiques, des planificateurs, afin d'éviter des situations d'inondation dans les mégapoles. Les risques doivent être évalués, internes, externes, et gérés par un système de gestion de risque. Il y a aussi une connaissance du risque à développer. Par exemple, que s'est-il passé à l'inondation précédente? Quelles ont été les conséquences? Comment les atténuer? Avec ces analyses des inondations précédentes, on peut mieux se préparer, on peut mieux se sensibiliser, savoir comment le système a été affecté, se préparer au mieux afin de contrôler les effets d'un prochain événement. Et puis, pour finir, mieux reconstruire ce que l'on reconstruit. Merci beaucoup de votre attention. Et pardon, pour conclure, l'étude s'est penchée sur l'évaluation des inondations avec l'application de ce cadre FPEIR, outil d'évaluation pour comprendre les liens entre les origines et les conséquences des inondations. Ces réponses permettent une meilleure connaissance de la pertinence, de l'efficacité, de la qualité dans l'analyse. C'est un outil qui examine et identifie des solutions pour des questions environnementales et qui aide également les décideurs politiques, les organisateurs, les techniciens également, afin d'éviter de réunir plusieurs circonstances qui favorisent les risques d'inondation dans les mégapoles. Outil qui sera très utile à l'avenir pour les prochaines catastrophes, mais la solution, eh bien, c'est d'être résilient, d'être préparé et d'avoir également des réactions post-catastrophe et des politiques et des mesures de réparation et de réduction des risques. Je vous remercie beaucoup et je remercie l'UNESCO. Merci. Merci beaucoup. Et si il y a des questions à poser à M. Saravan, nous pourrons les traiter en fin de parcours. N'hésitez pas à les poser dans le chat en attendant, si vous en avez. Et nous allons poursuivre maintenant avec une présentation française. C'est Grégoire Passavant du syndicat des eaux d'Île-de-France, du CEDIF, qui va s'adresser à nous. Il est ingénieur chargé des études sur la gestion des risques au sein du CEDIF. Sa spécialité porte sur les risques de crue. Il travaille avec les différents acteurs concernés et il participe à des exercices de préparation aux crises, mais également au suivi des crues. Monsieur Passavant va nous parler des 2 dernières crues qui se sont produites en Île-de-France, l'une le 26 juin, l'autre le 28 janvier. C'est à vous, Monsieur Passavant. Bonjour à tous. Donc, Grégoire Passavant du syndicat des eaux d'Île-de-France. Alors, je suis spécialisé dans la maîtrise des risques, notamment les risques inondations.
Et à ce titre, je vais vous présenter aujourd'hui le retour d'expérience du CEDIF sur les inondations en Île-de-France. Mais avant tout, je voulais vous parler du CEDIF en quelques mots. Donc, le CEDIF, c'est 135 communes adhérentes réparties dans 7 départements avec 4 millions d'usagers, ce qui équivaut à 182 000 mètres cubes d'eau en moyenne distribuée par jour. Et il faut savoir que cette eau est distribuée par 3 usines principales et 4 usines à puits. Et 97% de la ressource distribuée provient de ressources de surface. Et donc, aujourd'hui, le CEDIF a une compétence unique de production et de distribution d'eau potable. Et son mode de gestion est une délégation de service public avec son délégataire Veolia Eau d'Île-de-France. Voilà, next slide, please. Donc, les inondations, c'est l'un des risques principaux susceptibles d'affecter l'Île-de-France aujourd'hui. Donc, en zone inondable, nous avons environ 18 000 hectares, 850 000 personnes et 56 700 établissements qui sont exposés. Et bien évidemment, les installations du CEDIF le sont aussi, car en effet, nos 3 usines principales qui se situent au niveau de l'Oise, de la Marne et de la Seine sont grandement impactées, ainsi qu'une usine à puits à Neuilly-sur-Seine et une station de transfert à Joinville-le-Pont. Donc, pour poser un petit peu les bases, pour qualifier et quantifier une crue, nous utilisons une seule référence, c'est la crue de janvier 1910 qui avait touché l'Île-de-France et avait occasionné beaucoup de dégâts à l'époque. C'était équivalent à aujourd'hui 1,6 milliard d'euros de dégâts environ. Et donc, on sait et on voit que les conséquences d'une crue de janvier 1910, qui est une crue centennale, est assez importante, car en effet, les transports publics, les réseaux routiers seraient bloqués, 170 000 établissements seraient impactés et plus de 5 millions d'abonnés auraient des coupures d'eau prolongées et 1,3 million d'abonnés auraient une eau dégradée, une dégradation voilà, de la qualité d'eau. Donc, tous ces dommages directs sont évalués aujourd'hui à 30 milliards d'euros, ce qui est très conséquent par rapport à la crue de 1910 où on avait 1,6 milliard d'euros de dégâts. Car en effet, l'Île-de-France s'est développée très rapidement et donc on a aujourd'hui beaucoup plus d'infrastructures et donc beaucoup plus de risques et d'enjeux économiques. En Île-de-France et même en France de manière globale, nous avons 3 types d'inondations. Donc, nous avons les crues plutôt rapides, les crues lentes de plaine par débordement, ainsi que les crues par remontée de nappe, qui sont de plus en plus analysées car elles étaient assez peu étudiées à l'époque. Donc, on s'y intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Next slide, please. Donc, ici, je vous ai représenté une partie du territoire du syndicat des eaux d'Île-de-France. Donc, on a la Seine qui vient de bas en haut, la Marne qui vient de gauche à droite, de droite à gauche, pardon. Et donc, nous avons une usine de production d'eau potable au niveau de la Marne, c'est Neuilly-sur-Marne, et une au niveau de la Seine, c'est Choisy-le-Roi. Et donc, ces installations sont très impactées par les crues aujourd'hui. Et c'est un enjeu pour nous, mais aussi pour les autres opérateurs de pouvoir finalement essayer de trouver des solutions et de pouvoir être vulnérable vis-à-vis des inondations. Next slide, please. Au niveau de la gouvernance de ces risques, il y a une stratégie qui est conduite par l'État et qui est en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, nous avons les collectivités, les opérateurs économiques ainsi que les associations. Donc, tout ça géré par l'État. Et les objectifs prioritaires, c'est tout d'abord d'augmenter la sécurité des populations exposées, c'est-à-dire pouvoir les informer et les rassurer. Il faut également, en objectif, stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés à l'inondation et également raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. Car aujourd'hui, une inondation assez conséquente pourrait causer assez de dommages pour priver d'eau potable les habitants pendant plusieurs mois, voire quelques années, en fonction des dégâts occasionnés par les inondations.
Et donc, tout ça découle de la directive européenne inondation. Et ensuite, on le décline au niveau national avec la stratégie nationale de gestion des risques inondation. Ensuite, au niveau du bassin hydrographique, ici, pour l'Île-de-France, le bassin Seine-Normandie. Et enfin, on va le décliner localement au niveau des territoires à risque important d'inondation. Donc, on a vraiment une gouvernance assez précise de comment on gère les risques d'inondation aujourd'hui. Next slide, please. Alors, pour lutter contre les conséquences d'une crue majeure, donc, il faut un nombre de connaissances importantes pour pouvoir qualifier les crues. Il faut réaliser des études et pouvoir modéliser et cartographier des zones inondables. Et enfin, pouvoir mettre en place des scénarios de crues pour estimer finalement l'impact des inondations à l'échelle régionale. Et comme je vous l'ai dit en introduction, notre référence, c'est la crue centennale de 1910. Et aujourd'hui, nous avons des scénarios différents. Donc, par exemple, le scénario R0.6, qui correspond à 60% du débit de la crue de 1910, va pouvoir nous donner des détails à cette échelle-là. Et au fur et à mesure, on peut monter à R0.8, R1.0, qui est 100% du débit de la crue de 1910. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le CEDIF est protégé jusqu'à R1.0, c'est-à-dire le même débit équivalent à la crue de 1910. Et bien sûr, on peut étudier des scénarios au-delà, par exemple le R1.15 qui serait au-dessus d'une crue centennale et donc à 115% du débit de la crue de 1910. Pour lutter contre les conséquences d'une crue majeure, il faut aussi pouvoir planifier et mettre en place des plans de continuité d'activité et des plans de continuité de secours spécialisés en inondation. Donc, nous en avons pour chacune de nos usines et c'est mis en place par notre délégataire qui exploite la station. Il faut aussi pouvoir prévenir les crues et réduire l'aléa, pouvoir protéger les installations pour en réduire leur vulnérabilité. Aussi, se préparer à la crise en organisant annuellement des exercices de crise, que ce soit sur le territoire du CEDIF et ses 135 communes, ou bien avec les autorités organisatrices voisines. Donc, nous organisons régulièrement des exercices de crise. Et bien sûr, la gestion de la crise et les retours d'expérience sont très importants pour identifier les points d'amélioration pour lutter contre les crues majeures. Next slide, thanks. Alors, pour le premier retour d'expérience de la crue de juin 2016, donc c'est une forte crue qui a été observée en juin. Et il faut savoir que habituellement, les crues de la Seine, de la Marne et de l'Oise se produisent normalement entre octobre et mars, et beaucoup plus rarement en avril et mai, et presque jamais en juin. Donc, c'est vrai que cette crue nous a pris un petit peu de court. On n'était pas habitué à en avoir à cette époque, sachant que l'intensité des pluies a été élevée, donc ce qu'on peut connaître généralement en été, mais elles ont aussi été longues, ce qu'on connaît notamment en hiver. Donc, ça a été ici un problème. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu d'effet d'écrêtement des barrages réservoirs en amont, c'est-à-dire que les barrages étaient déjà pleins à 90% au démarrage de la crue, et les pluies les plus importantes sont tombées en aval des barrages. Donc, on a très peu retenu finalement l'eau. Et pour ça, les prévisions des autorités ont été assez sous-estimées. Et donc, ça a pu aussi poser quelques soucis. Et nous avons pu déclencher le plan de continuité de secours crue début juin. Donc, comme vous pouvez le voir sur les deux images, on a la Seine en crue à gauche et la Seine en crue également à droite, mais au niveau de l'usine de Choisy-le-Roi. Next slide, please. Monsieur Passavant, vous avez que 3 minutes encore. 3 minutes. D'accord, je me dépêche. Donc ici, pour le retour d'expérience de la crue de janvier 2018 et non de juin 2018, il y a une petite erreur sur la slide. La pluviométrie cumulée depuis le 1er décembre 2017 était la plus forte enregistrée depuis 1959. Donc on a eu énormément de débit. Les sols étaient déjà humides et saturés, donc il y avait une forte augmentation à la fois des débits et des hauteurs des rivières. Et cette fois-ci, le déclenchement du plan de continuité de secours a été réalisé fin janvier.
Donc, comme vous pouvez le voir, on a d'un côté la Seine en crue à gauche et la Marne en crue à droite. Next slide, please. Au niveau de la gestion de crise et des mesures d'exploitation, pour mettre en sécurité les installations de production et garantir leur fonctionnement, nous avons mis en place des barrières anti-crues, des pompes mobiles ainsi que des bâtards d'eau. Donc, on a pu préserver nos installations. Il y a eu une adaptation des conditions d'exploitation des usines et un renforcement du contrôle de la qualité d'eau, car en effet, qui dit crue majeure dit plus de brassage de sédiments, de matières organiques et donc un traitement plus adapté derrière chimiquement. Nous avons maintenu la continuité de l'exploitation, c'est ce que nous voulions, et il y a eu une mise en œuvre d'une communication adaptée à la situation pour rassurer la population. Next slide, please. Au niveau du pilotage global, nous avons mis en place une cellule de crise et un pilotage au niveau du cerveau. Donc, le cerveau, c'est le centre qui permet de superviser les 3 centres, et il est utilisé lors des périodes de crise. Le partage des informations avec les préfectures, les institutions et les opérateurs ont pu se faire correctement. Il y a eu une mobilisation des transferts d'eau interusines ainsi qu'un soutien des autorités organisatrices voisines pour nous soutenir en cas de problème d'approvisionnement en eau. Next slide, please. Et les enseignements des 2 derniers épisodes de crue ont été les suivants. Donc, au niveau de la qualité de l'eau, qui est pour nous le plus important, l'eau produite et distribuée a été conforme à la réglementation sanitaire. Il n'y a pas eu de discontinuité de l'alimentation en eau potable sur le territoire, car je vous rappelle que le CEDIF est protégé jusqu'à R1.0 et nous n'avons pas atteint au-delà de R0.7, donc nous étions bien protégés contre ces 2 crues. Il y a eu une bonne maîtrise de la gestion des crises par l'exploitant. Le retour à la normale a été rapide et le plan d'investissement du CEDIF a permis donc de mettre en place en amont, par exemple, des barrières anti-crues. Et cet investissement a pu servir pour les crues de 2016 et de 2018. Donc, on était très fiers de ces investissements. Et enfin, la communication est un des enjeux les plus importants, car il faut à la fois gérer les fausses rumeurs et les réseaux sociaux pour rassurer les populations. Next slide, please. Et enfin, pour finir, et en piste de travail avec les autorités notamment. Donc, aujourd'hui, nous voulons améliorer le diagnostic de la vulnérabilité à la fois des réseaux des opérateurs, donc électricité, télécom et des autres opérateurs eau potable et les interdépendances. Nous voulons cartographier plus précisément les zones d'impact et de fragilité pour les différents scénarios de crue, comme j'ai pu vous l'expliquer en amont. Et il faut réaliser un diagnostic de vulnérabilité plus poussé sur les usines face au risque d'inondation. Et donc, aujourd'hui, le CEDIF réalise des diagnostics, notamment avec un prestataire, l'entreprise Examo, un diagnostic assez précis et complet sur l'usine de Choisy-le-Roi, qui va nous permettre de trouver donc, des préconisations et donc de protéger encore mieux les usines. Il faut également se préparer à la gestion de crise, donc en mettant à jour régulièrement les plans de continuité d'activité sur les usines et toujours organiser des exercices de crise avec notre territoire, mais aussi avec les autres autorités organisatrices, et tout cela afin d'assurer la continuité du service public. Pour finir, nous voulons améliorer la résilience des réseaux en zones inondables. Donc aujourd'hui, avec les différents opérateurs, l'État, les collectivités concédantes, nous avons signé le 20 avril 2016 une déclaration d'intention fixant une feuille de route pour réduire la vulnérabilité des réseaux critiques. Et donc, nous mettons en commun les informations pour pouvoir s'en sortir beaucoup mieux lors d'une inondation. Et enfin, nous aimerions peut-être étudier à terme des scénarios extrêmes, soit des crues R1.15 et également, et je ne l'ai pas mis ici, des crues R1.40 où on est au-delà des crues centenales. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Monsieur Passavant, pour votre présentation. Merci. I'm going to move now to our next Je presentation. vais maintenant donner la parole à notre orateur suivant. Il s'agit d'une présentation conjointe de la part de 2 collègues, M. Amael Notini, qui est brésilien,
ainsi que Mariana Avella. Donc l'un et l'autre sont juristes et préparent donc des doctorats. Nos deux orateurs vont nous parler de ces catastrophes environnementales de Maranhão et Brumadinho qui ont très gravement touché la qualité de l'eau dans les zones concernées, qui ont compromis l'approvisionnement eau dans plusieurs municipalités. Et ils vont nous parler des approches qui pouvaient rendre plus résilients les différentes infrastructures et acteurs. Comment est-ce qu'on peut mieux se préparer, avec quel type de mesures nous allons entendre leurs conclusions. Vous avez la parole, chers collègues. Merci. Et merci à tous et à toutes pour votre attention. C'est un honneur que d'être ici parmi vous. Notre travail de recherche concerne les approvisionnements en eau dans les mégapoles, dans le contexte des catastrophes qui ont frappé le Minas Gerais au Brésil. Il s'agit de deux événements, deux effondrements qui ont prouvé que la situation était très complexe du point de vue de l'eau et des villes ont été vraiment durement frappées. Alors, ce sont des problèmes qui ont été maintenant réglés ou en tout cas atténués, mais nous vivons aujourd'hui une saison humide très dangereuse dans le Minas Gerais. Tous les jours, les précipitations nous exposent à des risques de crues. D'autres catastrophes dans ma ville natale sont également à prévoir. Notre présentation est avant tout un appel à action contre ce type de catastrophes qui sont causées par l'action humaine. Ma collègue va à présent vous faire une présentation de nos principales conclusions. Mon collègue, pardon. Alors, nos recherches s'appuient sur ces trois points. Premièrement, il faut comprendre comment les services d'eau et d'assainissement et d'hygiène fonctionnent au Brésil, après quoi nous pourrons vous expliquer comment ces services ont joué un rôle après les catastrophes naturelles, et ensuite on verra comment tout cela est lié avec la gestion de l'eau dans les mégapoles brésiliennes. Alors, les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène au Brésil ne sont pas liés directement à la gestion d'eau. Même en termes de compétences à proprement parler, les services d'eau et d'assainissement sont plutôt délocalisés dans les municipalités. Le Brésil est un immense pays du point de vue de sa superficie. On a donc le problème de coopération entre les municipalités et l'État qui permettrait d'avoir une approche plus régionale. En réalité, le cadre principal pour la fourniture d'eau et d'assainissement au Brésil est centré sur les municipalités qui ont parfois une sorte de contrat avec l'État pour la prestation de services, mais on manque de régionalisation de ces services. Et pendant ce temps, la gestion des ressources en eau, elle dépend de l'Union, puisqu'il s'agit des fleuves qui traversent différents États au Brésil. Il y a également une gestion des aquifères et des fleuves qui se fait par les États lorsque ces derniers sont à l'intérieur d'un État. La gestion des aquifères est un énorme problème au Brésil. Par exemple, une des plus grandes villes du pays, São Paulo, dépend d'un aquifère, ce qui provoque de grandes difficultés, notamment en termes de coopération interfédérale. Alors, pour répondre à ces difficultés, on voit que tout d'abord, l'eau et l'assainissement sont organisés par donc, les municipalités et la gestion des ressources en eau, elle, est attribuée à des autorités régionales telles que l'État et l'Union. Il faut donc noter que les services de gestion d'eau de pluie est également fourni par les municipalités, ce qui, au Brésil, cause des difficultés considérables en termes de financement de ces services, puisque ces services sont fournis aux communautés dans leur ensemble. Il est difficile de tarifer ce service puisqu'il n'y a pas d'utilisateur immédiat.
Donc, on parle là de services d'eau et d'assainissement, mais la gestion des eaux de pluie est également un problème considérable au Brésil qui n'a pas vraiment été abordé directement, que ce soit en termes de planification ou en termes de mise en œuvre. Alors, il faut d'abord comprendre comment ces catastrophes dont nous parlons aujourd'hui ont impacté l'eau et l'assainissement dans le Minas Gerais. La catastrophe de Mariana a été une catastrophe considérable avec des effets quantitatifs et qualitatifs, des retombées sur l'eau, sur l'assainissement dans le Minas Gerais. C'est arrivé jusqu'à l'océan, alors que le Minas Gerais n'est pas un État côtier de l'océan. On peut donc imaginer l'ampleur de la catastrophe en pensant cela. Et quant à la catastrophe de Brumadinho, eh bien, c'était surtout une catastrophe qualitative avec une contamination dangereuse des eaux, notamment du fleuve Paraopeba, avec plusieurs espèces de poissons qui ont été affectés par cette contamination. La qualité de l'eau de ce fleuve est toujours impactée par cette catastrophe de Brumadinho. Des difficultés donc rencontrées immédiatement après la catastrophe, mais également à long terme avec dans une certaine mesure, des difficultés qui se poursuivent des années après, avec par exemple le cas de la contamination de l'eau. Alors, dans le cas spécifique de catastrophe de Mariana, la catastrophe était plutôt directe au sens où elle a eu des conséquences plus fortes sur la municipalité à plus court terme, parce que des plus petites municipalités ont été frappées par cette catastrophe et ces dernières dépendaient d'une source unique d'eau pour maintenir leurs services. Et puis, l'une des mesures d'atténuation a été d'utiliser temporairement d'autres systèmes d'assainissement et d'eau afin de pouvoir approvisionner les municipalités concernées. Et puis, à moyen terme, ensuite, les autorités ont essayé de réduire la dépendance de ces municipalités à ce fleuve en particulier. Problème, la population n'avait pas confiance dans la qualité de l'eau compte tenu des métaux lourds qui étaient trouvés et cherchés dans l'eau. Il y a donc une nette augmentation de la demande en eau en bouteille pendant une durée assez longue, ce qui a posé des problèmes de logistique et également de coûts. Néanmoins, la régionalisation d'urgence de l'eau et de l'assainissement a été extrêmement problématique. Cette dernière a été centralisée avec quelques acteurs du marché sans consulter la population, ce qui a ensuite entraîné une série de solutions qui ne répondaient pas aux besoins de la population ou des populations concernées. Donc, décisions qui étaient techniquement plutôt bonnes, qui pouvaient résoudre le problème, mais qui ne proposaient pas de solution aux populations affectées. Autre difficulté que cela présentait, l'émergence, ou en tout cas l'intégration de ces systèmes d'assainissement et d'eau d'urgence était très risqué parce qu'on a une grave déficience au Brésil d'assainissement et notamment de traitement des eaux usées. Il y avait donc un risque accru de contamination d'autres sources d'eau par ces systèmes-là. Il y a des données disponibles au Brésil. On a ces problèmes donc, qui ont été posés par la prise de décision et l'absence de participation publique et par donc, la régionalisation sans prendre en considération les effets à moyen et long terme des mesures qui ont été adoptées. On observe donc qu'il serait très intéressant pour ces régions de disposer d'une approche plus régionalisée et une intégration des questions de gestion de l'eau et de services d'eau et d'assainissement. À Brumadinho, on a vu un peu le revers de la médaille, l'autre aspect de cette situation, c'est-à-dire que c'est une région qui a été frappée et qui était proche de la capitale du Minas Gerais avec un système très intégré
avec de multiples sources d'eau et d'accès à l'eau, des infrastructures consolidées, bien construites d'eau et d'assainissement. Donc, les répercussions ont été observées plutôt à moyen terme. Il a fallu construire de nouvelles infrastructures afin de répondre à une pénurie qui allait arriver un peu plus tard pour ces municipalités. Mais même dans ce cas-là, la participation publique a été nettement négligée. Et au Brésil, les utilisateurs ont en général des difficultés pour ce qui concerne la participation dans les politiques publiques, mais vraiment pour ce qui concerne la gestion de l'eau, en général, il y a de la place, il y a une possibilité de communauté pour les communautés de bassins, mais dans ces cas précis, les communautés des bassins n'ont pas été consultées. L'État, qui est donc en charge de la gestion de ces ressources, a pris un certain nombre de décisions qui n'ont pas pris en considération la participation publique et qui n'ont pris en considération que des facteurs techniques. Donc voilà le cadre un peu institutionnel. Il existe, mais il n'a pas été utilisé pour ces situations d'urgence. L'accent a été mis plutôt sur une approche centrale de prise de décision, ce qui nous amène à la question de la gestion des mégapoles en termes d'eau et d'assainissement. On a vu déjà que Sao Paulo et Rio de Janeiro luttent un peu pour, se disputent un peu l'eau dès lors qu'il y a pénurie. Et la gestion institutionnelle interfédérale est très fragile entre les deux États de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, parce qu'il n'y a pas en réalité d'autorité centrale pour prise de décision commune. Et lorsque les décisions sont prises, elles sont prises à échelle de l'Union, et notamment dans le cadre des pénuries en eau. Par exemple, en 2015, les États ont eu quelques échanges houleux résolus par l'Union et les municipalités n'ont pas été consultées, le public non plus, ce qui a entraîné un ensemble d'affaires présentées en justice. On observe donc un grand manque de coopération et cette historique de conflit appelle à une approche de précaution, pas uniquement pour protéger les ressources, mais également dans le cadre de mécanismes institutionnels de participation publique et de prise de décision dans des situations d'urgence. Alors, comme on peut le voir, le cadre institutionnel et juridique actuel est un cadre de centralisation des décisions lorsqu'il y a une situation d'urgence, ce qui a évidemment des répercussions sur les régions de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, car lorsqu'il y a une situation de pénurie en eau et que les deux sont en compétition, en concurrence pour obtenir des ressources en eau, eh bien, une région de grande taille est en concurrence pour obtenir de l'eau et les communautés locales perdent complètement voix au chapitre. On l'a vu avec les catastrophes et ça devrait très vraisemblablement se reproduire dans les mégapoles puisque le cadre institutionnel est similaire, ce qui illustre bien les mêmes mise en œuvre, les mêmes modes de fonctionnement. On a une faiblesse des mécanismes institutionnels pour la participation du public. Ça a été mis en œuvre dans une certaine mesure, cette participation du public, mais pas suffisamment pour que le public et le grand public puissent influencer les prises de décision. C'était plutôt une sorte de référendum, une consultation publique qui donc visait à demander au public son avis afin d'avoir un peu de légitimité dans sa prise de décision, mais le public n'a pas été informé, n'a pas non plus reçu de mise à jour sur la situation, donc la population était quelque peu perdue, ne savait pas trop ce qui se passait, et pour autant, les pénuries en eau affectaient les populations au quotidien. Un grand nombre de personnes n'ont pas eu accès à l'eau pendant de nombreux mois. Donc, ce manque de communication entre la gestion de l'eau et l'assainissement est la preuve qu'il faut une intégration. Des volontés au Brésil de régionaliser l'eau et l'assainissement ont été tentées, mais qui portaient plus sur les questions économiques et financières et les facteurs écologiques plutôt que des facteurs purement de l'ordre des bassins.
Il y a également un grand manque de transparence dans la mise en œuvre et la conception des politiques publiques. La population finit par apprendre ce qui se produit une fois que les politiques sont en place. Parfois même, les populations ne peuvent s'exprimer qu'une fois que le processus est bouclé. Donc le cadre institutionnel actuel entraîne finalement des situations dans lesquelles on n'a pas de potentiel de prévention, alors que si on en avait, on pourrait avoir des répercussions, des retombées positives sur les éventuelles catastrophes. Il va falloir abréger, s'il vous plaît, parce que nous avons dépassé. Oui, pas de problème, je vais conclure. Merci. Donc, pour conclure, on observe dans le cadre de ces catastrophes que la participation publique est essentielle, que ce soit à échelle régionale ou locale, afin de connaître la situation des populations avant d'essayer de mettre en œuvre des mécanismes pour répondre précisément à ces besoins. Et le processus de prise de décision, en l'état actuel, augmente la vulnérabilité des populations puisqu'elles ne peuvent pas de participer à la façon dont les problèmes sont résolus et à l'amélioration de leur situation. Voilà comment nous percevons cette situation et voilà notre point de vue sur cette question. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous, évidemment, pour la session questions-réponses. Dernier intervenant avant cela, Dr Kapil Gupta, à l'Institut de technologie de Mumbai. Il travaille notamment dans le domaine de la gestion des catastrophes hydrologiques. Il soutient les politiques pour la réponse et l'atténuation des catastrophes naturelles à la Banque mondiale, l'Agence indienne également, le ministère des Affaires étrangères. Et il a également été membre, il est membre du comité d'experts à échelle nationale et internationale, et même auprès de l'UNESCO. Il nous a aidés à mettre en place la phase 7 et également contribution avec le GIEC. Dr Gupta va nous présenter quelques initiatives prises dans la ville de Mumbai afin de lutter contre les effets de l'augmentation des précipitations et leur fréquence dans une situation d'augmentation de la croissance démographique et d'une augmentation de la pression démographique. Dr Gupta, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation très flatteuse et très chaleureuse. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre situation sur le globe. Alors, ma présentation aujourd'hui, effectivement, portera sur les réductions de risques de catastrophes naturelles et d'inondations dans une mégapole, celle de Mumbai, dans un cadre qui est celui d'un changement climatique. Tout d'abord, une présentation, une description des mesures de réduction de risque de catastrophes et d'inondations prises dans la mégapole de Mumbai. Et ensuite, je vous ferai une présentation de 4 mesures d'atténuation que nous avons élaborées pour Mumbai. Tout d'abord, un système d'alerte en temps réel. Deuxièmement, un système de soutien des décisions pour les prévisions d'inondation. Troisièmement, augmentation de la résilience de l'aéroport de Mumbai. Et quatrièmement, évaluation de risque d'inondation pour le master plan de gestion de risque de catastrophe pour Mumbai. Alors, comme je vous l'ai dit, la ville de Mumbai, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Mumbai est située sur la côte ouest de l'Inde, formée par la réunion de plusieurs îles, capitale financière et commerciale de l'Inde, avec une superficie de seulement 437 000 kilomètres et une population pourtant de 12,44 millions d'après les chiffres de 2011. La densité de population est extrêmement élevée, surtout dans le quartier des affaires. Les précipitations moyennes entre 2011 et 2020
est de 2295 mm et pour la zone périphérique, 2704 mm, d'après la station de Santa Cruz. 60% de ces précipitations ont lieu en l'espace de 2 mois et 35 à 40% en l'espace de 2 ou 3 événements climatiques. Les précipitations les plus importantes à Mumbai se sont produites le 26 juillet 2005 et cela a conduit à une inondation de plus de 80% de la ville. La marée haute était à 4,48 m à 15h50. Nous avons donc un mur de protection qui est à 5 mètres. On a vu donc tomber en panne tous les modes de communication et de transport. Les gens étaient bloqués dans des trains, des autobus ou dans leurs bureaux. 469 morts, 16 000 têtes de bétail perdues. Et vous pouvez le constater, c'est en l'espace de 4 heures que la plupart des précipitations se sont produites, si l'interprète a bien entendu, et on a pu observer que donc les mesures sont prises à 17h30 et à un autre moment de la journée par les services de la météo indienne. Et nous avons donc vu installer des stations météorologiques, donc avec des pluviomètres à Auguet basculeurs à partir de juin 2006. Il y a donc transmission et enregistrement des données toutes les 15 minutes, un calibrage de sorte de déclencher l'alarme lorsqu'il y a un seuil d'intensité de 40 mm/h qui est atteint. En pluviométrie, une densité moyenne d'une station tous les 7 km² avec des capteurs de débit sur la rivière Miti. Et à partir de cela, nous avons élaboré un modèle pour les prévisions de pluviométrie et de niveau de la rivière Miti. Nous avons utilisé le modèle hydrologique HEC-HMS pour évaluer donc l'écoulement des retenues, les courbes donc d'écoulement des eaux de pluie. Nous avons pu mettre au point donc des prévisions à 15 minutes avec des prévisions qui portent sur les niveaux d'eau également et donc potentiellement sur des avis ou des alertes inondations. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur les efforts pour rendre plus résilient l'aéroport international de Bombay. Il y avait eu donc des phénomènes d'inondation du fait que les ponceaux, le ponceau ou la buse n'était pas à la hauteur donc du débit. Nous en avons donc ajouté deux de plus, chacune de 12 mètres pour permettre un meilleur écoulement. L'aéroport, depuis lors, donc depuis 2010, a pu fonctionner sans perturbation, ce qui montre l'intérêt des infrastructures résilientes. Je voudrais également évoquer la barrière contre les inondations qui a été mise en œuvre et nous avons conçu des installations de rétention pour affaiblir les inondations en cas de pluviométrie abondante sur le fleuve Miti. Nous avons également élaboré une méthodologie d'évaluation rapide des risques, ou d'évaluation plutôt des risques d'inondation rapide, pardon, après les inondations de 2005, ce qui permet donc d'identifier la profondeur de ces crues et le nombre de personnes touchées, ce qui était très utile en termes de planification. Vous voyez donc
l'arbre décisionnel sur la droite qui montre la façon dont différents critères sont pris en compte pour permettre donc les calculs et les décisions nécessaires. Voici maintenant quelques chiffres qui montrent la population touchée à 50 mm/h ou à 100 mm/h de pluie. On constate que c'est donc dans le quartier HE qui se trouve à l'est, mais également dans le quartier N que la population la plus importante est touchée. En conclusion, on peut dire que les techniques scientifiques et des technologies qui sont à la pointe des connaissances permettent d'améliorer les avis de crues et ou d'inondations et de planifier les mesures d'atténuation. On peut ainsi améliorer la résilience des infrastructures existantes en apportant des améliorations fondées sur des principes robustes de conception, et d'autres mégapoles pourraient envisager d'adopter des pratiques analogues. Merci beaucoup de votre attention et je vous rends la parole, Alexandre. Merci infiniment à vous, M. Gupta. Merci à tous nos orateurs pour cette série d'interventions portant sur cette thématique des inondations. Dans les mégapoles, nous avons évoqué les aspects techniques, la mise en œuvre d'approches innovantes. Nous avons parlé de questions liées à la gouvernance également. Et nous avons pu nous pencher sur des exemples de succès, par exemple avec l'exemple de Paris. Mais en tout état de cause, les recherches se poursuivent. Nous sommes encore loin de disposer de toutes les réponses nécessaires, et cela est d'autant plus vrai que la situation ne cesse de devenir plus préoccupante. Finalement, nous n'aurons jamais toutes les réponses dont nous avons besoin. Alors, je voudrais vérifier si nous avons des questions qui seraient posées dans le chat. Je vois qu'il y en a une qui s'affiche et que l'interprète, lui, ne voit pas. Je crois qu'elle s'adresse à vous, Monsieur Gupta. Il s'agit de développer donc les étapes dans la prise de décision. Oui, c'est le modèle, n'est-ce pas, dont il s'agit? Ah, donc c'est plutôt le docteur Saravanan, sauf erreur. Oui, docteur Saravanan, est-ce que vous pourriez nous en parler quelques moments? Alors, quelques instants. Alors, effectivement, donc il s'agit de ce modèle DPSIR qui permet de tenir compte des différents facteurs qui entrent en ligne de compte dans une problématique et qui permet de constituer un appui pour l'analyse en utilisant donc ce classement, donc état, impact, réponse à partir donc des éléments donc force et pression. Nous sommes ainsi en mesure donc d'aboutir à une analyse quantitative. Allô? Allô? I'm sorry, I was muted. Oui, je vous prie de m'excuser, j'avais coupé mon micro. Alors, je vois que Grégoire Passavant souhaitait prendre la parole. Grégoire, vous souhaitiez poser une question? Non, ce n'est pas une question en réalité. Je vous prie de m'excuser. C'était une observation alors peut-être, ou bien un accident? On va supposer que le micro était ouvert par erreur. Est-ce que je pourrais peut-être vous poser à tous et à toutes une question? Peut-être que je commencerai par Grégoire, qui était avec nous à l'instant, avec la première question. Donc, nous l'avons vu, nous avons désormais une feuille de route pour essayer d'atténuer les vulnérabilités pour la ville de Paris. Alors, votre présentation parlait d'une feuille de route qui avait démarré en 2016 après
les grandes inondations à ce moment-là. Comment est-ce que cette feuille de route va permettre à la recherche de couvrir tous les aspects? I not understand this question. Et vous avez Alors, écrit, je n'ai pas compris la question, dit l'orateur. on a vu que vous avez écrit que vous avez un feuille de route Oui, tout à fait. pour Alors, la continuation des actions par rapport aux vulnérabilités. oui. Alors, ici, on parlait, alors je parlais, c'était plutôt sur les pistes de travail envisagées à la fin de la présentation. Donc, en fait, avec l'État, les opérateurs réseau, on a signé, donc c'était le 20 avril 2016, une déclaration d'intention. Et en fait, dans cette déclaration d'intention, l'objectif, c'est d'une part d'améliorer le diagnostic de vulnérabilité des réseaux en identifiant les points de vulnérabilité et les interdépendances. Et il fallait aussi qu'on s'engage dans une démarche de cartographie de nos vulnérabilités à l'échelle de l'Île-de-France et donc identifier les zones de fragilité. Donc, en fait, dans ce groupe de travail, finalement, on a pu mettre à disposition plusieurs données qui sont en fait très utiles lorsqu'on veut faire des diagnostics, c'est-à-dire que le CEDIF, en tant que traiteur d'eau potable, peut avoir dans ce cas-là accès, par exemple, à tout ce qui est vulnérabilité des réseaux électriques ou alors des réseaux télécoms, par exemple. Et donc, c'est très important de savoir ça, car en effet, nous, certes, on a notre propre réseau d'eau potable à gérer et donc nous sommes résilients jusqu'à une crue centenale R1.0. Cependant, si la vulnérabilité des réseaux électriques est plus faible que la vulnérabilité des réseaux d'eau potable, ça veut dire que l'usine pourrait être arrêtée avant R1.0. Donc, le but, c'est vraiment de connaître la vulnérabilité de ces concessionnaires pour pouvoir engager les mesures nécessaires. Et dans ce groupe de travail, on travaille aussi sur tout ce qui est préparation à la gestion de crise. Donc, on a tous des plans de continuité d'activité et ça va nous permettre en fait de pouvoir gérer une crise ensemble et donc de pouvoir se comprendre plus facilement. Et voilà, et donc cette déclaration d'intention avec les autres opérateurs et l'État a été signée donc en 2016 et depuis 2016, nous avons mis à disposition plusieurs choses. Et donc c'est toujours en cours, c'est toujours d'actualité et ça nous aide vraiment beaucoup pour identifier les risques et les vulnérabilités sur le territoire du CEDIF notamment. Voilà. Mille merci, Monsieur Passavant. Merci à vous. I will now move to a question that Je voudrais maintenant passer aux questions du public. Juan Julio Tonés Calves pose une question. Et professeur Gupta, je crois qu'elle vous concerne sans doute. C'est une question assez simple. Pardon, nous avons vu donc deux modèles appliqués au même modèle, le modèle DPS-IR ainsi qu'un modèle hydrologique. Est-ce que ces deux systèmes peuvent se compléter pour apporter des solutions aux problèmes d'inondation dans ce bassin? Monsieur Gupta, votre micro est coupé? Oui, tout à fait. Alors, je le disais, effectivement, il faut mettre l'accent sur le fait que ce modèle hydrologique nous permet d'avoir un ensemble de données très complet, ce qui nous permet d'avoir des chiffres concernant les écoulements des zones amont vers les zones aval, et nous pouvons réaliser des prévisions qui s'affinent de plus en plus à mesure que notre capacité à obtenir des informations précises en temps réel s'améliore grâce au téléphone
mobiles et aux ordinateurs portables. Nous améliorons notre capacité à traiter rapidement ces données et grâce à ces outils, à des plateformes également telles que WhatsApp ou d'autres applications, les gens peuvent obtenir des informations quasi instantanément et on parle de 15 à 30 minutes de délai ou des prévisions donc, qui sont plutôt à 15 minutes ou à 30 minutes, ce qui permet donc de laisser quelques minutes aux gens pour évacuer les zones concernées, le cas échéant. Alors, je ne sais pas si M. Saravanan souhaiterait dire quelque chose. Alors, effectivement, il est important donc dans la mégapole de Chennai de tenir compte de ces aspects. Je crois que il est important que nous puissions collaborer entre mégapoles. Pour ma part, j'ai mis l'accent plutôt sur la ville de Chennai, mais peut-être effectivement qu'on pourrait parler du cas de Mumbai avec des outils d'analyse qui sont analogues. Finalement, la modélisation des crues ou des inondations n'est pas toujours disponible. On voit donc souvent des efforts de mise en œuvre de cette méthodologie DPSIR plutôt en lien avec les sols qu'avec les inondations. Or, les inondations sont véritablement problématiques dans une perspective d'avenir. C'est pourquoi je m'étais concentré sur ces thématiques. Merci. Très bien, merci beaucoup à vous. Je vais peut-être poser également une question à nos collègues brésiliens pour en savoir un peu plus sur les étapes à venir. Nous savons que c'est quelque chose que l'on retrouve à travers le monde et pas seulement au Brésil. Et il y a une foultitude d'acteurs différents qui sont concernés d'une façon ou d'une autre par la gestion des ressources en eau, l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Et vous avez donc évoqué cet aspect un peu cacophonique, disons, qui voit intervenir tous ces acteurs qui ont un intérêt d'une façon ou d'une autre par rapport donc à ces problématiques. Comment est-ce qu'on peut avancer à partir de là? Est-ce que vous avez déjà commencé un travail de terrain avec des propositions concernant l'élaboration des politiques ou des textes qui pourraient permettre d'aboutir à une meilleure approche en matière de gouvernance? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ces questions ou est-ce que vous en êtes, en tout cas dans le contexte de votre pays? Eh bien, c'est un petit peu difficile à dire. Le secteur de l'eau et de l'assainissement au Brésil connaît de profondes transformations. Nous avons vu évoluer notre cadre juridique ces derniers temps avec des modifications visant à améliorer la réglementation et la création d'une agence centrale pour l'eau et l'assainissement, autorité qui aura également pour rôle la résolution des conflits. S'ajoutent à cela les évolutions dans le domaine politique, puisque les principaux prestataires sont des entreprises au niveau de l'État, donc passent, enfin des entreprises d'État qui passent des contrats plutôt avec des sociétés privées, si l'interprète a bien suivi, et cela implique que des sociétés privées apportent leurs prestations de plus en plus, ce qui fait évoluer les choses. Il y a une approche de plus en plus régionalisée dans les approches mises en œuvre par les entreprises d'État qui passent donc des contrats avec des sociétés privées. Cela modifie la dynamique du secteur, qu'il s'agisse donc de l'eau à proprement parler, des services qui sont proposés par les municipalités, les sociétés, les compagnies de l'eau,
et les organismes concernés, nous considérons que la première étape doit consister à rendre ces politiques plus cohérentes, qu'il s'agisse d'assainissement ou de gestion de l'eau. Et nous pensons qu'il faut également qu'il y ait une participation publique à l'élaboration de ces politiques afin d'améliorer, d'élargir la participation au moment de la planification sans attendre la survenue d'une catastrophe pour que nous sachions déjà au départ quoi faire le cas échéant. Alors, si je suis bien, vous proposez donc de profiter sans tarder des avancées relativement simples à mettre en œuvre en faisant évoluer le cadre juridique, en évitant les incohérences et en ajoutant donc une participation publique plus large. C'est bien cela? Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, je peux intervenir? C'est simplement pour ajouter un élément. On a une difficulté parce que je pense que Amel l'a déjà dit, mais c'est simplement pour renforcer son propos. Les municipalités brésiliennes ont une autonomie politique. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est un obstacle. Le Minas Gerais est un État immense, plus grand que la France à lui seul, avec 4-5 000 municipalités. Uniquement dans cet État-là, notre État du Minas Gerais. Vous voyez, nous avons une nouvelle loi qui est entrée en vigueur. On a une volonté d'agir, de régionaliser, mais c'est vraiment difficile parce que les municipalités, dans une certaine mesure, doivent appliquer la loi et il y a aussi des résistances. Il y a également des entreprises publiques. Dans le secteur public, par exemple, dans le domaine de l'assainissement, c'est très difficile de convaincre les entreprises parce qu'ils sont dans un processus de privatisation. Ça a un coût politique extrêmement élevé. Donc, c'est difficile. Vous parlez de privatisation, ça a toujours un coût, effectivement, politique élevé. Jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment quel modèle fonctionne. Il y a des cas où on retourne plutôt vers le secteur public. On avait une privatisation et on finit par se retourner vers le secteur public à nouveau. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une solution idoine qui fonctionne pour tout le monde. C'est plutôt qu'il faut travailler à tâtons, mais voir ce qui fonctionne dans un cas ne fonctionne pas nécessairement dans l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Une dernière question de mon côté pour le professeur Gupta encore, parce que on s'appuie sur un modèle et on voit que les individus sont les bénéficiaires de ce modèle. Est-ce qu'on a essayé une app avec du crowdsourcing pour vous aider à la calibration de votre modèle? Oui, absolument. Nous travaillons effectivement avec cela. Il y a eu beaucoup d'inondations l'année dernière et nous avons élaboré une application mobile de crowdsourcing précisément où les individus peuvent mettre à jour leur situation dans leur quartier, là où ils peuvent aller trouver de l'aide, ils peuvent trouver de l'approvisionnement lorsqu'ils cherchent des produits. Donc, cette application a très bien fonctionné pendant les inondations de 2021. Et avec de plus en plus de gens qui téléchargent l'application et qui s'en servent, eh bien, cela a créé un mouvement. Et on travaille également avec la coopération civile, le gouvernement de l'État et les communautés. Et d'ici 3 mois, nous aurons un plan d'atténuation, un master plan pour l'atténuation des inondations. Merci, c'est une formidable opportunité de combiner les données de crowdsourcing avec
Maintenant, vous nous avez dit que vous aviez 60 stations autour de la ville. Et donc, dès que vous savez qu'il y a un certain niveau de précipitation, vous pouvez tout de suite mettre en place le plan d'urgence et déployer ce plan d'urgence dans les zones qui en ont le plus de besoin. C'est formidable. Eh bien, formidable. Bravo. Vraiment, félicitations à tous et à toutes pour le travail que vous effectuez. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté vos points de vue sur la réduction des catastrophes climatiques dans les mégapoles. Espérons que les choses vont s'améliorer. Il y a des défis qui nous attendent, croissance de population, urbanisation. Alors qu'on est toujours en train de fonctionner de manière un peu anarchique, sans vraiment de planification, on va être de plus en plus exposés, de plus en plus vulnérables et nous serons donc de plus en plus sujets aussi à des catastrophes. Voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois, un grand merci à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes. Merci également au public qui a participé à nos échanges d'aujourd'hui. Je vous remercie et je redonne la parole à Aziz pour cette conclusion aujourd'hui. Zizi, pardon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Makagiragis, et merci à tous et à toutes pour vos interventions. Et merci au public également pour son écoute attentive. Passez une excellente soirée. On vous rappelle que la prochaine session commence dès demain à 9h.